Je vais commencer. Comme on n'a pas beaucoup trop de temps ce soir, bonjour tout le monde, je m'appelle Faria. Je suis la coordonnatrice des programmes au Québec pour Cancer de la vessie Canada. Je suis honorée d'animer cette séance ce soir pour vous et je suis très heureuse que vous soyez tous ici ce soir pour en apprendre davantage sur les stratégies visant à contrer certains effets secondaires d'ordre sexuel qui peuvent découler des traitements du cancer de la vessie. Chez Cancer de la vessie Canada, nous croyons que l'éducation renforce l'autonomie des patients et peut contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes touchées par le cancer de la vessie. Et c'est ce dont il est question ce soir. Donc, on va parler de la santé sexuelle pendant et après les traitements du cancer de la vessie du point de vue féminin. N'oubliez pas que le contenu des webinaires est uniquement destiné à l'échange d'informations et ne doit pas être considéré comme un avis médical. Demandez toujours à votre médecin et ou à votre urologue ce qui vous convient le mieux. Si vous rencontrez des difficultés, ma collègue Teresa est responsable des programmes et des bénévoles nationaux et moi-même surveillons le chat et nous serons heureux de vous aider. Et puis, je vais juste prendre le temps de vous présenter Dr. Kokorovic qui est avec nous aujourd'hui. Dr. Kokorovic a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise à l'Université de Toronto, puis à la faculté de médecine de l'Université Queen's à Kingston en Ontario. Elle a ensuite effectué un internat en urologie à l'Université Dalhousie à Halifax, suivi d'un fellowship en oncologie urologique avec Dr. Anders, désolé, au MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas. Elle s'est jointe à la faculté d'urologie de l'Université de Montréal à titre d'oncologue urologique et de chercheuse à la fin de son stage. Et elle se passionne pour l'amélioration de la vie des patients atteints de tumeurs urologiques malignes. Dr. Kokorovic a terminé ses études de premier cycle et une maîtrise à l'université. Oh, j'ai déjà dit ça, désolée. Donc, je vais lui céder la parole pour qu'elle puisse commencer sa présentation. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui, Dr. Kokorovic. Merci beaucoup. Alors, présentement, je travaille plus à l'Université de Montréal. Je suis à Dalhousie Université à Halifax, mais j'ai travaillé au CHUM à l'Université de Montréal pendant 2 années. Alors oui, c'est juste un petit changement. Alors, ça me fait plaisir de présenter cette présentation avec vous. Je vais partager mon écran. Alors, je vais vous présenter quelques informations à propos de la fonction sexuelle féminine pendant et après les traitements du cancer de la vessie. Alors, concernant l'épidémiologie du cancer de la vessie, à peu près 20% des patients atteints du cancer de la vessie sont les femmes. Et les femmes sont présentes à des stades avancés de la maladie. Alors, même si c'est juste 20% des gens total qui sont les femmes, ça arrive plus souvent que les femmes se présentent avec un stade avancé par rapport aux hommes. Et les femmes ils ont un risque accru d'une récidive, de progression et aussi de la mortalité après les traitements. Les raisons pour ça ne sont pas bien connues. Probablement, c'est un peu l'anatomie des femmes. Peut-être il y a les choses moléculaires qui se passent avec les hormones, etc. Mais une des choses importantes à savoir aussi, c'est que les femmes, quand les femmes se présentent avec une hématurie, par exemple, ils sont souvent traités avec des antibiotiques pour une infection urinaire sans avoir un dépistage pour une hématurie. Par rapport aux hommes, s'ils se présentent avec une hématurie, c'est une chose plus importante. Alors, c'est juste une raison, mais les raisons pour lesquelles les femmes se présentent avec des stades plus avancés sont multifactorielles. Alors, présentement, le traitement du cancer de la vessie avec envahissement musculaire non métastatique, c'est la chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire on reçoit la chimiothérapie avant procéder avec une cystectomie radicale avec un curage ganglionnaire pelvien bilatéral et ensuite on doit aussi faire une dérivation urinaire. Chez les femmes,
Cette procédure, donc la cystectomie radicale, comprend l'ablation de l'utérus, du col de l'utérus, des trompes de Fallope et aussi les ovaires et aussi la paroi vaginale antérieure. Et le mot médical pour cette procédure, c'est une exondération pelvienne. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mais c'est parce que on pense que chez les femmes qui ont les cancers plus avancés, enlever tous les organes génitaux comme ça peut améliorer les résultats oncologiques. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Je vais discuter avec vous ça aussi. Mais c'est sûr que cette procédure très invasive a un effet profond sur la fonction sexuelle des patientes. On a aussi un traitement alternatif du cancer de la vessie. C'est un traitement qui s'appelle la thérapie trimodale ou TMT. Cette thérapie, c'est disponible, mais c'est moins souvent utilisé par rapport à la cystectomie radicale. Effectivement, c'est utilisant une résection transurétrale du tumeur de la vessie avec la radiothérapie, avec la chimiothérapie. C'est un traitement acceptable pour les gens qui n'ont pas les grosses tumeurs, qui ne sont pas très invasifs, etc. Mais ce n'est pas bien connu comment ce traitement-là peut changer la fonction sexuelle des femmes. Et on a besoin plus des données cliniques et les essais cliniques pour savoir ça. Alors, c'est quoi les raisons pour lesquelles le traitement du cancer de la vessie peut affecter la fonction sexuelle féminine? Alors, c'est sûr qu'il y a les changements dans la santé sexuelle qui sont liés au diagnostic du cancer, par exemple le stress, l'anxiété, peut-être les barrières psychosociales. Il y a aussi les changements dans l'image corporelle qui peut arriver, par exemple si on a une dérivation urinaire avec une stomie. Si on a une néovessie, c'est-à-dire une dérivation urinaire à l'intérieur de l'abdomen, on peut aussi avoir l'hypercontinence ou incontinence et ça peut arriver à cause du tumeur de la vessie aussi. Il y a les changements de libido ou de la sensation qui peut arriver après les traitements. Et il y a aussi les considérations anatomiques de la chirurgie que je vais discuter avec vous. Alors, ici, on peut voir l'anatomie de la cystectomie radicale chez les femmes. Et vous pouvez voir que, comme j'ai dit, on enlève la vessie, on enlève l'utérus, les ovaires, etc. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup, beaucoup de nerfs qui sont là, qui sont présents. Et malheureusement, ces nerfs, ils sont transectés durant la chirurgie. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'on peut perdre la sensation au niveau du clitoris, par exemple. Alors, c'est une chirurgie énorme, mais il y a beaucoup des facteurs anatomiques qui peuvent avoir les effets secondaires sur la santé sexuelle. Alors, c'est quoi les effets du traitement du cancer de la vessie sur la fonction sexuelle chez les femmes? On ne sait pas beaucoup, malheureusement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de données dans la littérature sur ce sujet. Et au contraire, par exemple, quand on parle des hommes qui vont subir une prostatectomie radicale, c'est comme standard pour discuter la dysfonction érectile chez les hommes. Et la dysfonction érectile, c'est bien décrit. Il y a beaucoup d'études sur ça. Et on a même les techniques chirurgicales qui ont été développées pour minimiser cet effet-là. Mais on n'a pas ça pour les femmes et on sait très peu ce qui arrive exactement et ce qu'on peut faire pour diminuer cet effet. Il y a 3 catégories, je pense, qui sont très importantes, qui peuvent décrire exactement ce qui arrive après une cystectomie radicale. Alors, la première chose, c'est la sécheresse vaginale. On peut avoir à cause de ça les douleurs pendant les rapports sexuels et à cause des nerfs.
que je vous ai montré dans les diapos précédentes, on peut aussi avoir une incapacité à atteindre l'orgasme. Celui-là, c'est une étude devant cette femme qui a été effectuée dans les États-Unis et avec ce numéro-là, c'est la plus grosse étude qui a été effectuée sur ce sujet-là. Et ils ont décrit la dysfonction sexuelle féminine après une cystectomie radicale. Et donc, ils ont demandé les femmes leur vie sexuelle et comment ça va avant la cystectomie radicale et puis aussi après la cystectomie radicale. Et on peut voir qu'il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Les femmes ont décrit les douleurs, la sécheresse, comme je vous ai déjà décrit. Ils ont aussi décrit une diminution d'atteindre un orgasme. C'est important à noter que beaucoup des femmes sont sexuellement actives avant et après les traitements. Mais que malgré ça, malheureusement, la plupart des femmes ne sont pas interrogées sur leur fonction sexuelle avant de subir une chirurgie. Alors, que savent les femmes avant la chirurgie? Ça, c'est une étude ici qui a demandé les professionnels de la santé s'ils ont demandé les femmes ou s'ils ont décrit les effets secondaires de la chirurgie sur la vie sexuelle et 40% des professionnels de la santé n'ont pas discuté systématiquement, alors avec chaque patient régulièrement, de la préservation des organes chez les patients qui étaient sexuellement actifs et qui vont subir une cystectomie radicale. Et 84% des patients qui étaient atteints d'un cancer souhaitent s'engager dans une discussion sur les résultats de la fonction sexuelle. Alors, il y a comme une très grosse différence entre ce que les professionnels de la santé font et ce que les femmes veulent. Alors, ça, c'est une étude dans laquelle j'ai participé à mon fellowship et on a demandé les femmes what women want. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Et avant de terminer ça, on a demandé les femmes ce qui est arrivé après les changements qui sont arrivés après leur cystectomie. Et ça sont les choses qu'ils ont décrites. Donc, même chose encore une fois, toutes les études ont montré la même chose, même s'ils ont juste les petites études. Ils ont décrit les douleurs, les changements au niveau de la sécheresse vaginale. Et il y avait beaucoup de femmes, malheureusement, à peu près 25% qui ont dit qu'après la chirurgie, ils n'étaient pas capables à avoir les relations sexuelles. Et il y avait aussi des changements au niveau de la sensation. Donc, on a demandé les femmes c'est quoi que vous voulez qu'on peut vous offrir en termes de conseils avant la chirurgie. Ils ont dit qu'ils désirent savoir plus sur les effets de la chirurgie sur la fonction vaginale. Ils veulent savoir c'est quoi les options qui sont disponibles pour nous après la chirurgie pour nous aider avec les problèmes qui vont arriver. Et il voulait aussi savoir le fait d'avoir une diminution du vouloir sexuel. Ça sont les choses qui n'étaient pas demandées de tout par le médecin traitant. Alors, beaucoup des femmes n'étaient pas conseillées à propos du vaginal discharge. Donc, après les cystectomies radicales, on peut avoir les sécrétions qui arrivent. Ça peut être une chose chronique qui n'arrête pas immédiatement après la chirurgie. Et les femmes ont trouvé que souvent, ce n'était pas comme discuté très bien avec eux. Les autres choses qui sont liées à la santé sexuelle étaient une discussion comme juste savoir comment de vivre avec une stomie et avec le sac. Alors, c'est quoi la raison pour laquelle les médecins ne discutent pas ces choses-là?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de raisons, c'est pas exactement, mais je pense qu'il y a peut-être les préjugés à l'égard des femmes et de l'activité sexuelle qui peut exister. Donc, peut-être les médecins pensent que les femmes, après, je sais pas quel âge, mais peut-être ils pensent que les femmes ne sont pas actives et n'ont, qu'elles n'ont pas une vie sexuelle active, même si ce n'est pas la vérité. Historiquement, je pense que les urologues n'ont pas appris à aborder ce problème-là. Comme je vous ai dit, chez les hommes, c'est comme toujours discuté, mais dans le passé, on n'était pas comme, on n'a pas étudié et on n'était pas conseillé comment de discuter les choses avec les femmes. Et l'autre chose qui est très important, il y a vraiment un manque d'études et des données, les essais cliniques pour mener la discussion. Alors, si on n'a pas ça, c'est difficile à savoir beaucoup au niveau du sujet pour discuter avec les patients. Et je pense qu'aussi, il y a peut-être les inquiétudes euh, quant à la sensation de malaise du patient. Alors, on ne veut jamais que la patiente est inconfortable avec le sujet. Et je pense que peut-être il y a les médecins qui pensent que si il ou elle demande sur ce sujet-là, que peut-être la patiente sera un peu inconfortable à discuter ce sujet-là. Alors, comment pouvons-nous améliorer le conseil préopératoire? Alors, pour les patients qui sont là, je pense que vous pouvez toujours demander à votre médecin. Alors, si le médecin ne discute pas ça, il faut juste demander. Peut-être vous pouvez dire, j'étais sur un webinar à propos de ce sujet. Ils ont décrit qu'il y a beaucoup de changements au niveau de la santé sexuelle. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus à propos de ça? On sait qu'il y a les questionnaires validés qui sont disponibles aussi. J'ai juste mis ici quelques exemples. Et je pense que c'est très important d'avoir une discussion ouverte avec les patients avant la cystectomie pour répondre à toutes leurs préoccupations et leurs objectifs pendant et après les traitements. Je vous ai dit déjà que la cystectomie radicale épargnant les organes peut être une option. Je vous ai aussi dit que la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on veut enlever tout le cancer et si on est inquiété que le cancer est plus avancé, on enlève les organes. Mais ce n'est pas la chose correcte pour tout le monde. Alors, chez les femmes qui sont moins de 65 ans, s'il n'y a pas d'invasion du cancer au niveau de l'utérus, du col utérin, du vagin, il n'y a aucune raison d'enlever ces organes-là. Alors, et ça, c'est supporté par les lignes directrices canadiennes, américaines, européennes qui suggèrent que une organ sparing cystectomie, donc une cystectomie radicale épargnant les organes, peut être une option chez les femmes jeunes ou les femmes pour lesquelles la préservation de la fonction sexuelle ou la fertilité sont essentielles, mais la condition, c'est que c'est à condition que les résultats oncologiques ne soient pas compromis. Alors, c'est quoi les options? Je sais les dire. Ah oui. Alors, c'est quoi les options qui sont disponibles pour les femmes? Alors, je vous ai décrit beaucoup de choses qui arrivent. C'est pas très favorable ce qui arrive au niveau de la santé sexuelle, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors, il y a plusieurs options, à mon avis. Alors, la première option sera de discuter les choses psychologiques qui peuvent arriver. Et une des choses qu'on peut faire pour vous, c'est d'envoyer une consultation chez nos collègues en sexologie qui peut prendre le temps de discuter pas juste les effets de la chirurgie et les effets anatomiques, mais aussi les choses psychologiques qui peuvent arriver. Par exemple, est-ce qu'il y avait un changement entre vous et votre conjoint qui est arrivé à cause de votre diagnostic, à cause de vos traitements et tout ça? Alors, ça, c'est, je pense, ça, c'est une très bonne première étape.
Mais il y a les choses médicales qu'on peut faire aussi. Alors, chez les femmes dans lesquelles les ovaires étaient enlevés durant la cystectomie, elles peuvent avoir les symptômes vasomoteurs. Alors, les chaleurs et tout ça, ça peut arriver comme les symptômes de ménopause. Alors, il y a les choses ici qu'on peut faire. Et il y a les médicaments qu'on peut prescrire, mais aussi c'est très important de continuer de faire les exercices, de rester active durant et après les traitements. Parfois c'est difficile et peut-être même impossible, mais on vous encourage de faire ce que vous pouvez parce que ça peut vraiment aider avec la chirurgie et avec les symptômes qui peuvent arriver après la chirurgie. Acupuncture et yoga sont aussi les bonnes options chez les femmes qui peuvent le faire. Pour la sécheresse vaginale, on peut utiliser la estrogen par exemple. Alors, il y a un médicament qui s'appelle Vagifem. C'est juste un genre de médicament. C'est comme une petite pilule que vous pouvez mettre dans le vagin après la chirurgie, même peut-être avant la chirurgie. Et ça peut aider avec la sécheresse vaginale pour une libido qui est plus basse. Il y a les médicaments qu'on peut vous prescrire. Pour les douleurs, il y a les choses qu'on peut faire. Par exemple, une dilatation vaginale, ça se peut faire. Et aussi, la physiothérapie périnéale, c'est aussi une très, très bonne option pour améliorer les douleurs après la chirurgie. Et la physiothérapie périnéale, ça peut aussi aider avec d'autres choses comme si vous avez les problèmes avec les orgasmes. Donc, pour terminer, c'est bon timing parce qu'il m'appelle. Le traitement du cancer de la vessie, en particulier la cystectomie radicale, a un effet profond sur la fonction sexuelle des femmes. Beaucoup des urologues, les oncologues ne discutent pas les effets secondaires de la fonction sexuelle liés au traitement. Mon conseil pour vous, c'est de parler à votre médecin, de discuter les choses. Ça se peut que le médecin suppose que vous n'êtes pas sexuellement active ou que vous êtes inconfortable à discuter ce sujet. Donc, oui, juste commencer à discuter les choses avec le médecin. Et je veux aussi communiquer le fait qu'il y a les options de traitement qui sont disponibles pour vous si vous avez les problèmes mentionnés. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Je peux répondre aux questions si vous l'avez aussi. J'ai quelques minutes. OK. Euh, si vous avez quelques questions, nous avions quelques minutes pour y répondre. Mais tout d'abord, j'aimerais beaucoup vous remercier, Dr. Kokorovic, pour votre temps. Je suis sûre que ce matériel aidera beaucoup notre communauté après leur traitement et aussi dans n'importe quelle phase qu'ils sont avec leur cancer de la vessie. Euh, si euh, je vois pas des questions, vous pouvez toujours aussi nous écrire un courriel, puis on pourra vous revenir là-dessus pour ces questions-là. Sinon, je voulais juste prendre quelques minutes pour conclure. Et Dr. Kokorovic, de votre côté, vous pouvez quitter pour prendre votre patient. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Nous espérons que vous avez apprécié cette session. Pour vous laisser savoir, on va avoir un autre webinaire le 12 décembre pour démystifier les effets cliniques. Nous vous invitons à vous joindre à nous. Teresa va partager le lien sur le chat. Et nous allons également vous envoyer un petit sondage pour vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de notre présentation aujourd'hui. Euh, nous cherchons vraiment à connaître votre avis et vos suggestions pour des futures présentations aussi, si jamais il y a des sujets qui vous intéressent. Si vous souhaitez de, po- de poser d'autres questions, comme je vous dis, il y a le courriel ici en bas où vous pouvez nous écrire pour envoyer vos questions, puis ça nous ferait plaisir de les envoyer à Dr. Kokorovic pour qu'elle puisse vous revenir là-dessus. Euh, un enregistrement de cette session sera aussi téléchargé sur notre site web dans les semaines à venir pour le visionnement. Et donc, je veux juste vous souhaiter une belle soirée, puis à la prochaine.
Merci.